Je viens dans les marais tous les matins, très tôt. Parce qu'après le lever du soleil, le temps devient très chaud et je ne peux plus pêcher, ni cueillir les roseaux. Je viens ici, dans cet endroit calme. Je pêche, je chante pour le plaisir et pour que les poissons m'entendent. Je suis Abou Haider. Je suis un habitant des marais. Je suis un Maadan. Nous vivons dans les marais, entre le Tigre et l'Euphrate. Le peuple des Maadan vit dans les marais du sud de l'Irak. C'est ici, entre le Tigre et l'Euphrate, qu'est née la plus ancienne civilisation. Ici qu'ont été inventées l'agriculture et l'écriture. Ces marais de Mésopotamie abriteraient même le jardin d'Éden. Depuis la nuit des temps, les Maadan participent à l'équilibre de cet écosystème précieux et fragile. On nous appelle le peuple du roseau. Ce roseau, on le récolte pour donner à manger à notre bétail. Et quand il est suffisamment grand, on l'utilise pour construire nos maisons. On est attaché à ces roseaux. Ils ne sont plus que 5000 à vivre comme Abou Haider, de la pêche et de l'élevage, au cœur des marais. Une poignée d'entre eux habitent encore dans des maisons en roseaux, construites sur des îles flottantes, formées au fil du temps par la végétation et les bousses de buffle. Aïda! Ça va? Tu n'es pas fatigué? Que Dieu te donne des forces, Abou Haider. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Non, aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de poissons. Tout est sec. Le mode de vie des Maadan a très peu changé. Leurs gestes sont les mêmes depuis près de 6000 ans. Approchez, je vais vous montrer ce livre. Je l'ai depuis très longtemps. Dedans, il y a des photos anciennes des marais. Ça rappelle la belle époque. Regardez ces roseaux autrefois, avec les barques qui naviguaient au milieu. La vie était différente. Les marais étaient immenses. Et il y avait des villages de plus de 150 maisons. Il y avait même des écoles. Au début des années 90, cette vie millénaire vole en éclats. Après la première guerre du Golfe, Saddam Hussein écrase la rébellion chiite qui s'oppose à lui et décide d'assécher les marais où les insurgés se cachent.
90% de leur surface disparaît. Les Madanes s'exilent en ville ou dans des camps de réfugiés en Iran. À la chute de Saddam Hussein en 2003, les Madanes détruisent les barrages et laissent l'eau couler. La vie revient. Malgré les efforts de restauration, les marais peinent à dépasser 3000 km², 3 fois moins qu'avant leur assèchement. Ils sont aujourd'hui à nouveau à l'agonie. L'Irak fait partie des 5 pays les plus touchés par le changement climatique et la région se transforme peu à peu en désert. En été, le niveau d'eau baisse de près d'1 centimètre par jour. Il y avait 40 cm d'eau ici. C'était couvert d'eau. Mais maintenant, c'est complètement aride. C'est sec à perte de vue. La terre est difficile à arracher. C'est dur comme le béton. C'est un morceau de béton. Ce n'est plus de la terre des marais. On ne peut rien en faire. Et voilà ce qui reste des racines des roseaux. Je m'appelle Jassim Al-Assadi. Je suis né au cœur des marais, sur une barque, il y a 67 ans. Ma mère a jeté mon cordon ombilical aux grenouilles et aux poissons. Devenu ingénieur hydrologue, Jassim a fait carrière à Bagdad. Mais devant la catastrophe provoquée par Saddam Hussein, il est revenu dans les marais. Il lutte depuis plus de 15 ans pour les voir revivre. Le niveau de salinité est assez haut ici. On dépasse les 2000 parties par million. Pourquoi est-ce qu'on mesure le niveau de sel dans l'eau? Parce que c'est un indicateur de vie. Plus il y a de sel, et moins il y a de vie. Et alors les poissons meurent et les buffles aussi. Les marais du sud de l'Irak sont très importants pour les poissons et pour la biodiversité. Il y a plus de 200 espèces d'oiseaux et d'amphibiens ici. Il y a beaucoup de vie. Et si les marais meurent, tous ces animaux mourront aussi. Petit à petit, le manque d'eau fera disparaître nos marécages et la culture des Madanes avec. Pour certains éleveurs, c'est déjà une réalité. Au bord de ce qui était autrefois les marais, leurs conditions de vie sont critiques. Bonjour. Je suis venu vous parler des problèmes d'eau. Vous avez des buffles malades? Oui, ils sont malades à cause de l'eau. Ils sont combien? Vous voulez venir voir? Ouais? Allez, allons-y. Ce buffle-là, il est malade à cause de l'eau? Oui, il a bu l'eau trop salée de la rivière. Ah, le pauvre. Et l'autre, il a un problème au pied, c'est ça? Il s'est enfoncé dans la boue et il n'a pas réussi à sortir sa jambe et il s'est fait mal? Oui, c'est ça. À cause de la chaleur et du manque d'eau, il s'est blessé. Combien de buffles avez-vous perdu ces dernières années? À peu près une cinquantaine. Qui sont morts? Oui. Et en combien de temps? 50 buffles sur les 5 dernières années.
Sous 50 degrés, les buffles sont en quête de fraîcheur. Ils ne trouvent que des canaux sans eau où ils s'embourbent. Éleveurs de buffles depuis des millénaires, les Madanes doivent désormais acheter l'eau indispensable à la survie de leurs bêtes. J'arrose les buffles parce qu'il fait chaud. Si je les rafraîchis pas, ils risquent de tomber malades ou même de mourir. Alors, Abou Karar, comment ça va avec l'eau? La situation n'est pas bonne. On achète de l'eau à chez Baïch. Et avec la livraison pour 5 tonnes, ça nous coûte 15 000 dinars. Et si un jour il n'y a plus d'eau dans les marais? On devra vendre nos buffles. Ou alors en vendre la moitié pour pouvoir nourrir l'autre moitié. Au pire des cas, si on en a les moyens, on va migrer, on va partir. Avant, quand on avait de l'eau, on rêvait que notre bétail grandisse. On rêvait d'une belle vie. Mais là, sans eau, on n'a plus d'espoir. On aurait juste besoin qu'il y ait un canal qui distribue l'eau, même non potable. On le demande à Dieu et à vous. Nous aussi, on est Irakiens. Les Ma'adan sont les premiers habitants des marais, les héritiers des Sumériens sur cette terre. Mais ils souffrent beaucoup. Ils sont humiliés par les habitants des villes et par les preneurs de décisions. Ils souffrent du manque de services, du manque d'infrastructures, du manque d'eau et du manque d'intérêt pour leur culture. Alors que la disparition des marais signifie la fin d'une civilisation de 6000 ans. Beaucoup de Ma'adan se sont immolés par le feu à cause de la sécheresse et de la perte de leurs buffles. C'est tellement aberrant que le peuple des Ma'adan soit le plus pauvre. Ils sont pauvres dans un pays de pétrole. Ils sont désespérés. Pour certains jeunes, le désespoir se mue en combat. Bonjour à tous. Je suis maintenant dans les marais d'Hawizeh. Malheureusement, c'est devenu un désert stérile, où il n'y a plus que quelques filets d'eau. Mustapha Hachem, un Madan de 20 ans, documente son quotidien et milite pour mobiliser la population grâce à des vidéos postées sur les réseaux. En fait, le ministère des Ressources en eau publie toujours des déclarations qui sont fausses et loin de la réalité. Ils disent que Hawizeh est en bon état et que les autres marais aussi ont de l'eau. Ce n'est pas du tout ce que pensent les habitants de la région. Nous ne sommes pas d'accord avec leurs déclarations, parce qu'elles sont loin de la réalité que nous vivons. Voilà notre souffrance. Et voilà notre réalité. Nous décidons d'aller rencontrer Mustapha dans son village, situé dans la partie est des marais. Alors qu'ils couvraient autrefois un vaste espace, les marais sont aujourd'hui morcelés en 3 zones, sillonnés de routes et de villages en dur. Entre l'ouest Ouabid Jassim et le village de Mustapha, le trajet est ponctué de checkpoints. Les militaires surveillent l'accès à cette zone stratégique, frontalière de l'Iran et siège des installations pétrolières.
Nous retrouvons Mustapha peu avant son village. Pas de roseaux à l'horizon, mais des torchères à perte de vue. Ces terres étaient couvertes de végétation et d'eau, mais malheureusement, c'est devenu des champs de pétrole. Les entreprises pétrolières se sont emparées de ces territoires. Elles ont forcé les habitants à vendre et ils ont dû migrer. Il ne reste plus de vie ici. Mon peuple a été déplacé de force. On a perdu notre culture, on a perdu notre identité, on a tout perdu. « 90% du revenu de l'État irakien provient du pétrole. Exploités par les multinationales occidentales et chinoises, les sous-sols de la région des Marais en regorgent. En plus de l'assèchement de la zone, les entreprises pétrolières prennent l'eau des marais pour l'injecter dans les puits. Elles utilisent 3 barils d'eau pour extraire un seul baril de pétrole. Or noir contre or bleu. La méthode d'extraction du pétrole par injection nécessite d'énormes quantités d'eau douce. Alors que la production de pétrole irakien a doublé durant la dernière décennie, elle risque à l'avenir de décliner en raison du manque d'eau. Le village de Mustapha est au cœur du conflit entre les compagnies pétrolières et la population locale. Ce quartier est très pauvre. Alors les entreprises pétrolières ont le contrôle total de l'eau. Les gens ici, ils n'ont ni le pouvoir, ni la force, ni les moyens de réclamer et de récupérer leur eau. Bien sûr, ils sont en colère, car ils ne peuvent rien face à ces entreprises. Sur la centaine de familles qui vivaient dans la région il y a encore 3 ans, il n'en reste plus qu'une trentaine. Tous partent en ville. Mustapha et les siens résistent et réclament au gouvernement la part d'eau dévolue aux Marais et à sa population. Encore, recule encore. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. On est mort de soif. Tu nous avais oubliés. Pourquoi j'ai décidé de devenir un activiste? Parce que j'ai constaté que ma famille souffrait de cette sécheresse et notre bétail en mourait. Je me suis dit, il faut que je recueille des preuves. Donc j'ai commencé à rassembler des témoignages, à documenter, à poster sur les réseaux. J'essaie de porter la voix des miens. J'encourage les autres jeunes à se battre pour notre culture. Ce sont des manifestations des habitants des Marais en 2022. Quand la sécheresse a commencé, on n'avait plus le choix. Il fallait manifester. Ils tirent à balles réelles sur les gens des Marais. Regardez, regardez. On a été réprimés violemment. Ils ont arrêté une vingtaine de jeunes. On pense que c'est leur stratégie pour nous faire plier et pour nous dissuader. Mais nous, on n'abandonnera pas notre terre et notre droit historique d'accès à l'eau. À plus d'une centaine de kilomètres au nord, la même colère explose. On meurt de soif, on meurt de chagrin. Il faut que le monde entier le sache.
Moi, je suis effondré. Réunis au bureau du département des ressources en eau, les chefs de village sont à cran. Les plaines agricoles aussi manquent d'eau. Ils m'ont dit d'attendre, qu'ils allaient remettre l'eau au bout de quelques jours. Et il n'y a toujours rien. Non mais écoute-moi, crie pas, écoute-moi, baisse d'un ton. Écoute-moi, je te dis. Envoyée par le ministère des Ressources en eau, Madame Abderrazak, ingénieure hydraulique, peine à expliquer la situation. Dites-moi combien de temps vous allez bloquer l'eau. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Je sais pas, monsieur, c'est la direction qui décide. C'est pas moi qui gère. On a fermé le canal parce que c'est un plan du ministère. Aujourd'hui ou demain, tu auras de l'eau. Madame, pour faire court, on est venu au sujet du canal. Ça fait 3 mois qu'il est fermé. Quoi? Fermé depuis 3 mois? C'est pas moi, c'est les ordres. On vient tous de loin. À votre avis, pourquoi on est là? Si vous relâchez de l'eau à un endroit, un canal sera fermé ailleurs. Et les tribus vont se battre entre elles pour l'eau. Ancien grenier à blé de la région, l'Irak doit désormais prendre des mesures pour rationner ses agriculteurs en eau. Un peu par là et par là. Comme ça, vous fermez le canal. On doit fermer les canaux d'irrigation secondaires pour augmenter le niveau d'eau dans les canaux principaux. C'est temporaire. C'est des mesures d'urgence pour maximum 48 heures. C'est pour donner de l'eau potable en priorité aux habitants et aux animaux. Mais je me répète, et j'insiste pour dire que c'est une mesure temporaire. Pas plus de 48 heures. Pourquoi vous êtes en train de fermer le canal? Dis-moi qui gère ça, je vais aller le voir. Réponds-moi, je te parle. Moi, je suis un fils de cet État. Pourquoi vous nous coupez l'eau, là? Pourquoi vous faites un barrage ici? T'es en train de nous couper l'eau. C'est temporaire. Pourquoi tu veux prendre mon eau? C'est que 2 jours. Laisse-moi, je te dis. Pourquoi il crie sur la directrice alors que c'est le ministre qui l'envoie? Tu crois qu'elle décide toute seule? Non mais je crie pas, j'essaie de t'expliquer. Vous croyez que vous êtes des exceptions? Vous croyez qu'il n'y a pas d'État ici? Mais juste écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Une dernière chose, vous n'avez pas le droit de vous approcher des barrages. Sinon, vous êtes dans l'illégalité. C'est un ordre de l'État. Vous ne devez pas ouvrir la digue qu'on vient de faire à chaque fois que vous avez besoin d'eau. C'est des lois qu'on doit respecter. Oui, parfois ils s'énervent. C'est normal parce qu'ils ne comprennent pas la nature de notre travail. Vous voyez ici, les gens sont très simples, leur niveau d'éducation est bas. Donc parfois leurs réactions ne sont pas très réfléchies ou un peu exagérées. Bien sûr, on ne va pas le cacher aux gens. C'est vrai que l'Irak n'a pas autant d'eau qu'avant. Mais nous, on fait notre travail parfaitement pour distribuer le peu d'eau qu'on a. Et si Dieu le veut, ça va être suffisant pour tout le monde. Personne ne manquera d'eau. Mais l'accès à l'eau se joue bien en amont des marais, des plaines agricoles ou même de Bagdad. Il se joue au-delà des frontières de l'Irak, à la source du Tigre et de l'Euphrate, en Turquie. L'enjeu principal est aujourd'hui celui de la répartition de cette ressource vitale entre l'Irak et ses puissants voisins. En 30 ans, Ankara a construit 22 barrages sur les 2 grands fleuves qui ont vu leur débit réduit de plus de moitié. La situation en Irak est très dangereuse. Regardez, ça, c'est l'Iran.
la Turquie, et à côté, la Syrie. Et vous voyez que toute l'eau vient de ces trois pays. 97% des eaux de l'Euphrate viennent de Turquie et de Syrie. Et 68% des eaux du Tigre viennent de Turquie et d'Iran. Et ça veut dire que plus il y a de barrages dans un de ces trois pays, moins on aura d'eau en Irak. Pourtant, il y a une loi internationale qui régit la distribution des eaux. Mais malheureusement, ni la Turquie ni l'Iran n'ont signé ce traité. Parce que la Turquie considère que le Tigre et l'Euphrate sont des cours d'eau transfrontaliers. Alors que non, ce sont des fleuves internationaux et donc soumis aux lois et aux traités internationaux. Si ces trois pays, la Turquie, la Syrie et l'Iran, coupent l'eau à l'Irak, et s'ils construisent plus de barrages, on fera face à une vraie catastrophe. Quand j'étais à l'école primaire, les professeurs disaient que le siècle prochain serait le siècle des guerres de l'eau. Le risque de guerre de l'eau plane sur le pays, alors qu'en été, le thermomètre dépasse régulièrement les 50 degrés dans le sud de l'Irak. Les températures extrêmes écrasent aussi Bagdad, la capitale. Et l'eau est plus vitale que jamais. Mais au ministère des Ressources hydriques, le porte-parole du ministre balaye les craintes de Jassim. Au cours des 40 dernières années, l'Irak a été paralysé par la guerre, les luttes sectaires et le terrorisme. Les pays voisins n'avaient pas ces problèmes. Ils ont pu investir dans de nombreuses installations de stockage, de récupération d'eau et d'irrigation. Le fonctionnement de leurs installations est devenu une réalité et cela porte préjudice à l'Irak. Mais notre pays dispose de nombreux moyens de pression pour persuader ses voisins de lui garantir une part d'eau juste et équitable. Et enfin, un point important. L'Irak, la Turquie, l'Iran et la Syrie sont liés par la même religion islamique. Et dans les écrits religieux, il est bien spécifié qu'il faut partager l'eau. Si bien qu'il est hors de question de parler d'une guerre de l'eau dans notre zone géographique. Je pense que dans d'autres endroits c'est possible, mais dans notre région c'est impossible. Dans les marais, la situation n'est pas aussi apaisée que le prétend le gouvernement. Pour les lanceurs d'alerte, c'est déjà une question de vie ou de mort. Il y a 1 an et demi, en plein jour, Jassim a été enlevé par des hommes armés. Je conduisais ma voiture de Babylone à Bagdad. Et tout à coup, des individus armés nous ont coupé la route. Ils m'ont sorti de la voiture de force et m'ont bandé les yeux. Quand ils m'ont emmené, ils m'ont dit qu'ils étaient de la sécurité nationale. Et puis, en arrivant, ils m'ont dit qu'ils étaient des services de renseignement. Mais j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas irakiens, qu'ils n'étaient pas du gouvernement, à leur façon de parler, et même à leur façon de me torturer. J'avais déjà été arrêté à l'époque de Saddam Hussein, mais je n'avais jamais été torturé à ce point. Pendant 2 semaines, j'ai subi toutes sortes de tortures. Ils m'ont mis des coups de pied dans les endroits sensibles. Ils m'ont brûlé avec un briquet.
Mais le pire, c'était les décharges électriques. J'en ai reçu plus de 150. Il m'étouffait avec des sacs en plastique, il faisait semblant de me noyer. C'était très dur. J'ai cru mourir, mais ils m'ont dit « On ne veut pas que tu meures, on veut que tu souffres jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es un espion. » Jassim a porté plainte, mais l'enquête est déjà close. La justice ne cherche pas à éclaircir une affaire qui pourrait mettre en cause des milices chiites liées aux intérêts de l'État irakien. Les représailles envers les défenseurs de l'environnement ne cessent d'augmenter. Hello Salman. Salut Salman. Bonsoir, ça va? Tu nous manques. Vous me manquez aussi beaucoup. Tu manques au marais. Tu manques à Chibayish. Tu manques au roseau. Tu nous manques à tous. Dis-moi, il fait quelle température en ce moment à Chibayish? On s'approche des 50 degrés. Parfois, on les dépasse même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'évaporation d'eau. Salman Khairallah a, lui, été arrêté et emprisonné en 2019 par le gouvernement. Après sa détention, il a décidé de fuir l'Irak et s'est réfugié en Europe. Depuis 7 ans, la situation pour les activistes ne fait qu'empirer. Avec des menaces, des discours de haine, on a été harcelés. Ces menaces ont commencé quand nous avons dénoncé la pénurie d'eau liée aux barrages turcs et iraniens. C'est alors qu'on a reçu des menaces des milices et des groupes armés illégaux. Et puis dès qu'on parle de n'importe quel projet du gouvernement, comme ceux liés au pétrole, on reçoit des menaces du gouvernement. On ne peut rien dire. Ils nous traitent d'espions, de criminels. Tout ça parce qu'on veut une eau propre, dans laquelle on peut se baigner, dans laquelle on peut pêcher et qu'on peut boire, alors que ça fait partie des droits humains. Si on ne règle pas ce problème en Irak, ça va se produire en Ukraine, en Europe et partout dans le monde. Dans l'avenir, l'eau sera utilisée comme une arme. Alors que Salman milite désormais depuis l'étranger pour alerter sur ce danger qui risque de toucher la planète entière, Jassim reste pour continuer de faire vivre l'esprit de résistance ancré dans les marais. Honnêtement, après mon enlèvement, pendant des jours et des semaines, j'ai eu des cauchemars. Des cauchemars effrayants, comme s'il y avait un monstre qui me poussait dans un coin de la pièce. Un monstre qui me hantait. Maintenant que mes enfants sont sortis du pays, je me sens encore plus libre de travailler avec force pour l'environnement, pour la nature et pour les habitants des marais d'Irak. Je n'ai pas peur, non. Parce que j'ai plus de 67 ans. Que je meure aujourd'hui ou dans 20 ans, ce n'est pas grave. Je suis né dans les marais, je mourrai dans les marais.